Bienvenue sur Simo University Podcast, là où la science améliore vos décisions et vous guide vers la liberté financière. Je suis Landry Simo, professeur, neuroéconomiste et expert en sciences de la décision. J'ai lancé ce podcast il y a de cela très peu de temps, avec l'objectif ultime de donner au maximum de personnes ce que j'appelle le permis de conduire cérébral. L'être humain est doté de l'appareil technologique le plus sophistiqué qui soit, notamment le cerveau. Cependant, et étrangement, très peu de gens savent en réalité s'en servir à bon escient. Que ce soit dans les milliers de décisions que nous prenons quotidiennement, dans la gestion de notre passé, qu'il soit positif ou négatif, notamment les traumatismes, ou que ce soit en matière de bonheur. La majorité des humains sous-utilisent la puissance de leur cerveau et l'utilisent souvent contre eux-mêmes, ce que j'appelle le masochisme perpétuel. Ce podcast vous met à l'abri de cela et vous permet d'améliorer vos vies grâce aux avancées scientifiques. Donc, les épisodes sont produits en français, en anglais et en espagnol, chaque langue ayant une playlist dédiée. Donc, tout ceci est mis à votre disposition gratuitement. Donc, tout ce que je vous demande en retour, c'est de vous abonner pour rejoindre la communauté, d'inviter vos proches et amis qui pourraient bénéficier du permis de conduire cérébral, de donner vos avis et questions en commentaire, et donc de proposer des sujets. Les sujets qui recevront le plus grand nombre de likes seront retenus pour les prochains épisodes. Le sujet de l'épisode du jour a d'ailleurs été proposé par un membre de la communauté. Donc aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet d'une importance cruciale et souvent tabou, le harcèlement sexuel. Mais pas seulement. Nous allons examiner comment ce phénomène dévastateur affecte le cerveau, altère nos capacités décisionnelles et ce que cela signifie pour nous tous, que vous soyez victime, témoin ou même auteur. Donc imaginez une scène ordinaire, un lieu de travail, une école, un espace public. Pour beaucoup, ces lieux devraient être synonymes de sécurité et de collaboration. Pourtant, pour d'autres, ce sont des environnements de stress, de peur et de traumatisme. Le harcèlement sexuel est plus qu'une simple transgression sociale. C'est une attaque profonde contre l'intégrité psychologique et neurologique d'une personne. Le cerveau humain, cet organe complexe qui nous permet de penser, de ressentir et de décider, est directement affecté par de telles expériences. Donc, la littérature en neurosciences montre que le stress et le traumatisme causés par le harcèlement peuvent altérer la structure et même la fonction du cerveau. Donc, les zones responsables de la gestion du stress, de la mémoire et de la prise de décision, telles que l'amygdale, l'hippocampe, peuvent être profondément impactées. Donc, ces changements ne sont pas seulement théoriques, ils ont des implications pratiques et tangibles sur notre quotidien. Donc, dans cet épisode, je vais vous enseigner en profondeur plusieurs aspects clés. Mais avant de vous présenter les différents aspects que je couvrirai dans cet épisode, j'ai une annonce d'importance singulière à vous faire. Dans la deuxième partie de cet épisode, je vais vous présenter pour la première fois un protocole révolutionnaire que j'ai développé moi-même pour aider les victimes de harcèlement sexuel, de viol et de traumatisme en général. Ce protocole qui a été nommé la programmation neurotranscendantale, en abrégé PNT, combine des techniques de la TCC, donc la thérapie cognitivo-comportementale, les techniques de la PNL, donc la programmation neurolinguistique. Mais mon protocole de programmation neurotranscendantale va bien au-delà, en utilisant les découvertes les plus récentes en neurosciences et en sciences de la décision. Habituellement réservé aux participants de mes séminaires payants, je l'ai déjà enseigné à de nombreux thérapeutes, à des psychologues, avec des résultats tangibles et extraordinaires. Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir une méthode puissante et rigoureuse pour transformer votre vie, transformer la vie de vos proches et de toute personne souffrant de traumatisme ou simplement faisant face à des difficultés importantes dans la vie. Et croyez-moi que je peux déclamer avec certitude que votre cerveau ne sera plus le même à la fin de cet épisode, lorsque vous aurez découvert le protocole de programmation neurotranscendantale et les autres techniques neuroscientifiques pour surmonter vos difficultés. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cet épisode pour être parmi les premières personnes dans le public, à découvrir le protocole de programmation neurotranscendantale.
Donc, revenons donc aux aspects que je vous enseignerai en profondeur dans cet épisode. Donc, le premier aspect, les réactions du cerveau face au harcèlement sexuel. Comment notre cerveau réagit-il à des situations de stress intense et prolongées? Quels sont les mécanismes neurologiques en jeu et comment cela affecte-t-il, n'est-ce pas, notre comportement et notre santé mentale? Deuxième aspect, les impacts épigénétiques. Commençons par une brève clarification conceptuelle. L'épigénétique est la branche de la biologie qui étudie les interactions permanentes entre notre environnement, notre histoire individuelle et nos gènes. Donc, c'est une discipline fascinante. Donc, le harcèlement sexuel ne se contente pas seulement de laisser des cicatrices psychologiques. Il peut également modifier l'expression de nos gènes avec des effets potentiellement transmis de génération en génération. Nous examinerons comment ces changements épigénétiques se produisent et quelles en sont les conséquences. Donc, le troisième aspect, les différents types de sexisme et leurs réactions neurophysiologiques. Donc, nous aborderons les concepts de sexisme hostile, de sexisme bienveillant et de sexisme ambivalent. Et verrons comment chacun d'eux provoque des réactions spécifiques dans le cerveau, non seulement chez les victimes, mais aussi chez les témoins et les auteurs. Donc, j'emprunte d'ailleurs cette nomenclature au docteur Kimberly Pepillon qui a fait un travail remarquable sur ce sujet. Donc, le quatrième aspect, ce sera l'influence sur la prise de décision. Le harcèlement sexuel peut gravement perturber notre capacité à prendre des décisions rationnelles. Nous verrons comment le stress chronique, le traumatisme influencent notre jugement et nos actions, souvent de manière insidieuse. Donc, vous comprendrez pourquoi je fais ce parallèle très audacieux, mais non moins justifié, entre harcèlement et pauvreté. Cinquième aspect, nous parlerons du rôle des tiers. Que vous soyez un collègue, un employeur, un juge ou étudiant, la manière dont vous réagissez à des situations de harcèlement peut faire une énorme différence. Nous discuterons des responsabilités et des impacts des tiers dans des dynamiques complexes de harcèlement. Nous parlerons ensuite des stratégies de coping et des outils neuroscientifiques pour la récupération. Donc, pour ceux qui ont subi du harcèlement, il est crucial de connaître les stratégies efficaces pour surmonter ces expériences. Nous explorerons des techniques basées sur les neurosciences pour aider à la guérison et donc à la résilience. C'est là que vous découvrirez d'ailleurs mon protocole de PNT, donc de programmation neurotranscendantale. Nous verrons des mesures préventives et des recommandations. Donc, je fournirai des recommandations pratiques pour les pouvoirs publics, les juges, les employeurs, les institutions académiques pour créer des environnements exempts de harcèlement. Nous discuterons de l'importance de politiques claires, de la formation continue et de la transformation culturelle profonde. Donc, le but de cet épisode est de fournir une compréhension approfondie et nuancée du harcèlement sexuel à travers le prisme des neurosciences. Donc, je veux que chaque auditeur ou téléspectateur, qu'il soit directement concerné par le sujet ou simplement intéressé par lui, puisse repartir avec des connaissances pratiques et des outils pour faire face à cette problématique et éventuellement à aider des proches. Donc, préparez-vous pour une exploration que j'espère fascinante et essentielle de la manière dont le harcèlement sexuel affecte notre cerveau et donc nos décisions. Et ce que, n'est-ce pas, nous pouvons faire pour lutter contre ce fléau. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin car je vous fournirai non seulement des informations surprenantes et des perspectives inédites, mais aussi des solutions concrètes pour améliorer notre environnement, donc votre environnement et celui des autres. Donc, sans plus attendre, plongeons dans ce sujet crucial et voyons comment la science peut éclairer nos expériences et nous guider vers des décisions meilleures et plus éclairées. Donc, comment définir le harcèlement sexuel? Eh bien, le harcèlement sexuel est un ensemble de comportements non désirés à caractère sexuel qui peuvent prendre de nombreuses formes, verbales, non verbales, physiques et digitales. Donc, ces comportements créent un environnement intimidant, hostile ou humiliant pour la victime. En milieu de travail ou académique, cela peut inclure des blagues à connotation sexuelle, des commentaires déplacés, des avances non souhaitées et même des gestes ou des contacts physiques inappropriés. Le harcèlement sexuel peut se décliner sous plusieurs formes. Donc, il peut être verbal, donc des remarques ou des commentaires
à caractère sexuel, des blagues obscènes ou des insinuations. Il peut être non-verbal, des gestes ou des expressions faciales inappropriées. Il peut également être physique, des attouchements non consentis, des baisers forcés, des agressions sexuelles. Il peut être digital, donc l'envoi de messages, de photos, de vidéos à caractère sexuel via des plateformes numériques. Donc, parlons brièvement de la prévalence et de l'impact du harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel est malheureusement répandu dans de nombreux domaines, y compris les milieux de travail et les institutions académiques. Et même d'ailleurs des représentations nationales. C'est-à-dire que même les personnes détentrices du pouvoir législatif, censées établir des normes, n'est-ce pas, pour réguler la société, eh bien, il y a parmi ces personnes-là aussi des auteurs de harcèlement sexuel. Le Parlement français en a récemment été le théâtre, plus précisément le Sénat français, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, des études montrent que ce phénomène touche un grand nombre de personnes et a des conséquences psychologiques et professionnelles graves. Donc, par exemple, une étude menée dans le domaine de la neurochirurgie a révélé que 62% des répondants ont été témoins de harcèlement sexuel et que 72% des auteurs étaient des hommes en position de supériorité. C'est une étude qui date de 2020. De plus, une étude en neurophysiologie indique que les stagiaires, et en particulier ceux qui s'identifient comme femmes ou qui appartiennent à des groupes marginalisés, sont plus susceptibles de subir du harcèlement sexuel, ce qui affecte leur bien-être mental et la performance académique. Donc, une étude qui date de 2023, publiée par Markey. Donc, quels sont les types de sexisme et de réactions neurophysiologiques qui en découlent? Il est essentiel de comprendre les différentes formes de sexisme et leurs impacts neurophysiologiques. Donc, le sexisme peut être hostile, comme on l'a vu, il peut être bienveillant ou ambivalent, chacun provoquant des réactions spécifiques dans le cerveau. Donc, commençons par parler du sexisme hostile. Donc, ce type de sexisme se manifeste par des attitudes ouvertement négatives envers les femmes. Donc, des recherches montrent que ce comportement peut déclencher des réactions de déshumanisation et d'objectivation dans le cerveau. Le sexisme bienveillant, quant à lui, bien qu'il puisse sembler positif, ce type de sexisme consiste en des attitudes paternalistes qui suggèrent que les femmes doivent être protégées par les hommes, ce qui peut être perçu comme réducteur et condescendant. Enfin, le sexisme ambivalent, une combinaison des deux précédents, où des attitudes positives et négatives coexistent, créant une complexité dans les réactions neurophysiologiques des victimes et donc des témoins. Donc, pour illustrer ces concepts, je vais vous présenter quelques études de cas et des témoignages qui mettent en lumière l'impact réel du harcèlement sexuel sur les individus. Une étude a révélé que moins d'un tiers des incidents de harcèlement sexuel sont signalés. Et parmi ceux qui le font, beaucoup ressentent des impacts négatifs ou aucun changement suite à leur signalement. Une étude également de 2020. Donc, une autre étude a montré que 36,6% des étudiants en médecine ont signalé des cas de harcèlement par des membres du corps professoral ou alors du personnel. Donc, ce qui a des répercussions sur leur santé mentale et donc leur engagement académique. Donc, étude de Maclay en 2020. Donc, en résumé, le harcèlement sexuel est un problème omniprésent qui affecte profondément les individus sur le plan psychologique, neurologique et professionnel. La compréhension des différentes formes de sexisme et des impacts neurophysiologiques est cruciale pour aborder et résoudre ce problème. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment le harcèlement sexuel affecte le cerveau en détaillant les mécanismes neurobiologiques en jeu et les implications pratiques pour la prise de décision. Donc, nous couvrirons toutes les facettes des conséquences neuropsychobiologiques chez le harceleur, chez la victime et chez les témoins. Je vais commencer par vous expliquer ce qui se passe dans le cerveau des harceleurs avant, pendant et après l'acte de harcèlement. Ensuite, je ferai de même pour les victimes et les tiers. Donc, le cerveau des harceleurs avant le harcèlement. Le comportement du harceleur est souvent influencé par des attitudes et des croyances sexistes profondément enracinées. Donc, ces croyances peuvent être renforcées par des environnements qui tolèrent ou encouragent, n'est-ce pas, de tels comportements. Avant l'acte de harcèlement,
Certaines caractéristiques psychologiques, neurobiologiques peuvent prédisposer un individu à devenir harceleur. Les études montrent que les harceleurs présentent souvent des traits de personnalité antisociaux et narcissiques. Donc, ces traits sont associés à des anomalies dans le cortex préfrontal, une région clé du cerveau responsable de la régulation des comportements sociaux et de la prise de décision. Des anomalies dans cette région peuvent diminuer la capacité à comprendre et à anticiper les conséquences de leurs actions sur les autres. Donc de plus, le système limbique, en particulier l'amygdale, joue un rôle crucial dans les réponses émotionnelles. Donc chez certains harceleurs, l'amygdale peut être hyperactive, ce qui entraîne des niveaux accrus d'agressivité et d'impulsivité. Une activation excessive de l'amygdale peut également réduire la capacité de l'individu à contrôler ses impulsions, en particulier dans des situations de stress ou de provocation. Imaginez Pierre, un chef de projet dans une grande entreprise. Pierre a grandi dans une famille où les attitudes sexistes étaient fréquentes. Il a vu son père faire des commentaires inappropriés à ses collègues féminines sans jamais être réprimandé. En observant ces comportements, Pierre a internalisé l'idée que de telles actions étaient acceptables. Lorsqu'il rejoint le monde du travail, il est confronté à un environnement où les remarques sexistes sont souvent passées sous silence ou minimisées. Dans ce contexte, renforce ses croyances et ses comportements. Mais que se passe-t-il pendant le harcèlement du coup? Eh bien, pendant l'acte de harcèlement, le cerveau du harceleur est en état de surexcitation. L'amygdale et d'autres régions du cerveau impliquées dans les réponses émotionnelles et comportementales deviennent hyperactives. Donc, cette surexcitation est souvent accompagnée par une réduction de l'activité dans le cortex préfrontal, donc limitant ainsi la capacité à inhiber les comportements impulsifs et agressifs. La dopamine, le neurotransmetteur associé aux sensations de récompense et de plaisir, peut jouer un rôle important pendant le harcèlement. Donc, certains harceleurs peuvent ressentir une gratification temporaire renforcée par des circuits de récompense du cerveau. Donc, cela peut expliquer pourquoi certains individus répètent des comportements de harcèlement malgré les risques de conséquences négatives. Revenons à Pierre. Pierre se retrouve souvent dans des situations où il se sent puissant lorsqu'il fait des remarques inappropriées à ses collègues féminines. Lorsqu'il fait une remarque déplacée à Sarah, une nouvelle employée, il ressent une montée d'adrénaline et de dopamine, lui procurant un sentiment de satisfaction et de contrôle. Donc, ce sentiment est éphémère, mais suffisamment puissant pour qu'il cherche à le reproduire dans le futur. Donc, après l'acte de harcèlement, le cerveau du harceleur peut réagir de plusieurs manières. Les harceleurs peuvent ressentir un sentiment temporaire de puissance ou de satisfaction, alimenté par la libération de dopamine, comme on l'a vu, dans les circuits de récompense du cerveau. Cependant, ces sentiments peuvent être suivis par des émotions négatives telles que la culpabilité, la honte ou la peur des répercussions. Surtout si leurs actions sont découvertes et ensuite condamnées. Des études montrent que certains harceleurs peuvent rationaliser ou même minimiser leurs actions pour atténuer ces sentiments négatifs. Cette rationalisation peut être soutenue par des biais cognitifs qui déforment la perception de leur comportement et des conséquences sur les victimes. Donc, Pierre commence à ressentir des remords après que Sarah ait déposé une plainte contre lui. Il se dit que ce n'était qu'une plaisanterie et que Sarah exagère. Donc, ces rationalisations lui permettent de minimiser sa culpabilité et de continuer à se comporter de la même manière, surtout si l'entreprise ne prend pas de mesures disciplinaires sévères contre lui. Donc, parlons maintenant du cerveau des victimes. Donc, le cerveau des victimes, avant le harcèlement, certaines victimes peuvent être vulnérables au harcèlement en raison de facteurs de stress antérieurs ou de traumatismes passés. Le cerveau des victimes peut montrer une sensibilité accrue dans l'amygdale et une activité altérée dans le cortex préfrontal, ce qui affecte leur capacité à gérer le stress et à prendre des décisions rationnelles. Des facteurs tels que l'historique de traumatisme, les expériences de discrimination ou les environnements de travail toxiques peuvent amplifier cette vulnérabilité. Donc, prenons l'exemple de Sarah encore, qui a déjà été victime de harcèlement moral dans un emploi précédent. Elle a développé une hypervigilance en réponse au stress, son amygdale étant constamment en alerte. Cette sensibilité amygdalienne accrue signifie que même de petites provocations peuvent déclencher une réaction de stress intense chez Sarah. Lorsqu'une victime subit du harcèlement, elle éprouve souvent une réponse de stress aiguë. De l'amygdale s'active, déclenchant des réponses de peur et d'anxiété.
L'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, donc HHS, est activé, libérant des hormones de stress comme le cortisol. Cette réponse de combat ou de fuite est une réaction physiologique naturelle au danger. Mais elle peut avoir des effets débilitants lorsque elle est prolongée. Le stress chronique résultant du harcèlement peut altérer les circuits neuronaux impliqués dans la régulation des émotions, la mémoire et la prise de décision. Dans l'hippocampe, une région clé pour la mémoire et l'apprentissage, peut être particulièrement vulnérable aux effets néfastes du cortisol. Donc, des niveaux élevés de cortisol peuvent entraîner une réduction du volume de l'hippocampe, affectant ainsi la capacité de la victime à traiter et à récupérer des souvenirs. Donc, pendant le harcèlement de Pierre, Sarah ressent une montée d'anxiété. Son cœur bat plus vite, elle transpire et elle a du mal à se concentrer sur son travail. Chaque commentaire de Pierre résonne comme une agression, amplifiant son stress et son sentiment de vulnérabilité. Après le harcèlement, les conséquences neuropsychobiologiques du harcèlement peuvent persister longtemps après l'événement. Les victimes peuvent développer des troubles de stress post-traumatique, TSPT, caractérisés par des souvenirs intrusifs, des cauchemars et une hypervigilance et aussi des réactions de peur amplifiées. Le trouble de stress post-traumatique est associé à des changements structurels dans le cerveau, y compris une activité accrue dans l'amygdale et aussi une diminution de la taille de l'hippocampe. Les effets épigénétiques du traumatisme peuvent également jouer un rôle. Donc, le stress chronique et les expériences traumatiques peuvent modifier l'expression des gènes qui régulent la réponse au stress. Donc, ces changements épigénétiques peuvent avoir des conséquences durables sur la santé mentale et donc physique des victimes. Ils peuvent même être transmis aux générations futures, affectant ainsi la santé de leurs descendants. Et c'est là que ça devient encore plus problématique à mon sens. Donc après la plainte, Sarah continue à ressentir de l'anxiété. Elle évite certains couloirs, elle change ses habitudes pour ne pas croiser Pierre et développe des insomnies. Donc, ses relations avec ses collègues se détériorent car elle se sent isolée et incomprises. Le stress chronique modifie l'expression de certains de ses gènes, affectant son système immunitaire et augmentant son risque de maladie physique. Parlons maintenant du cerveau des tiers, donc des tiers témoins oculaires ou auriculaires. Dans les témoins du harcèlement sexuel, qu'ils soient des collègues, des employeurs, des juges ou des étudiants, peuvent également être profondément affectés. Les témoins oculaires et auriculaires peuvent éprouver un stress vicarial où ils absorbent et ressentent le stress et la détresse des victimes. Donc, lorsque les témoins voient ou entendent des actes de harcèlement, leur amygdale peut s'activer en réponse à la détresse observée, provoquant des réponses émotionnelles telles que la peur, l'anxiété ou l'indignation. Le cortex préfrontal des témoins peut être engagé dans l'évaluation morale et la prise de décision quant à la réponse appropriée à adopter. Mais cependant, la réaction des témoins peut être influencée par des facteurs contextuels tels que la culture organisationnelle, les politiques de l'entreprise et même les dynamiques de pouvoir. Imaginez Paul, un collègue de Sarah qui a été témoin de plusieurs incidents impliquant Pierre. Paul ressent un mélange d'indignation et de peur. Son amygdale s'active chaque fois qu'il voit Sarah visiblement mal à l'aise. Il veut intervenir, mais il craint les répercussions professionnelles et sociales. Cette tension entre ce qu'il sait être moralement juste et ses préoccupations personnelles crée un stress chronique chez Paul. Donc, parlons des collègues et des employeurs. Les collègues et les employeurs jouent un rôle crucial dans la dynamique du harcèlement. Donc, leur réaction au harcèlement peut avoir un impact significatif sur la victime et sur l'environnement de travail. Donc, les collègues qui ignorent ou minimisent le harcèlement peuvent renforcer un climat de tolérance, exacerbant ainsi le stress et le traumatisme chez les victimes. À l'inverse, ceux qui prennent des mesures pour soutenir les victimes et dénoncer, n'est-ce pas, le harcèlement, contribuent à créer un environnement de travail plus sûr et plus respectueux. Donc, si on prend l'exemple de Sophie, une autre collègue de Sarah qui décide de soutenir Sarah après avoir été témoin des remarques de Pierre. Sophie ressent une satisfaction morale en prenant des mesures pour dénoncer Pierre, activant ainsi les circuits de récompense de son cerveau. Elle informe les ressources humaines, mais la réaction de l'entreprise est tiède. Cette inaction
renforce un climat de tolérance au harcèlement, augmentant le stress et le traumatisme chez Sarah. Sophie, malgré ses efforts, se sent découragée et dévalorisée, ce qui affecte son engagement au travail et sa confiance en l'organisation, en son entreprise. Donc, les employeurs ont une responsabilité légale et éthique de créer un environnement de travail exempt de harcèlement. Cela inclut la mise en place de politiques claires, la formation des employés et la prise de mesures disciplinaires contre les auteurs de harcèlement. La manière dont les entreprises ou les employeurs gèrent les cas de harcèlement peut influencer la perception des employés quant à la sécurité et au soutien au sein de l'organisation. Parlons maintenant des juges et des systèmes juridiques. Donc, les juges et les responsables politiques doivent comprendre les implications neuropsychobiologiques du harcèlement pour rendre des jugements informés et justes. Une connaissance approfondie des impacts neurologiques peut aider à évaluer les dommages subis par les victimes et à déterminer, n'est-ce pas, les mesures correctives appropriées. Des études montrent que l'intégration des preuves neuroscientifiques dans les décisions judiciaires peut améliorer la prise de décision et l'équité des verdicts. Donc, c'est une étude de Peterson en 2019. Parlons maintenant des conséquences psychologiques et sociales. Les conséquences du harcèlement sexuel vont au-delà des individus directement impliqués. Elles affectent l'ensemble du climat social et organisationnel. La peur, l'anxiété et le stress liés à des environnements de travail toxiques peuvent diminuer la productivité et la satisfaction au travail, augmentant le turnover et affectant la performance globale de l'organisation. Donc, s'il faut parler des conséquences pour l'organisation, eh bien, l'organisation où travaillent Pierre, Sarah, Paul et Sophie subit également des répercussions du harcèlement. Le moral et la cohésion de l'équipe sont affectés. Les employés perdent confiance en la direction, se sentent moins engagés et la productivité diminue. Le coût des enquêtes, des litiges et des pertes de productivité est significatif. Donc maintenant, parlons de l'impact sur la société en général. Donc au niveau sociétal, le harcèlement sexuel contribue à la perpétuation des inégalités de genre et des dynamiques, n'est-ce pas, de pouvoir injustes. Il renforce des stéréotypes et les préjugés multiformes, créant des barrières supplémentaires pour l'égalité des chances et la justice sociale. La stigmatisation des victimes et le manque de soutien institutionnel peuvent dissuader les individus de dénoncer les abus, laissant les harceleurs impunis et les comportements toxiques se perpétuer. Comme je vous ai expliqué, parlant des conséquences épigénétiques du harcèlement, lorsqu'une personne est harcelée, c'est toute sa future progéniture qui est harcelée et en subira les conséquences. Si les pouvoirs publics et le législateur en avaient la pleine conscience, le laxisme judiciaire qui caractérise des milliers de cas de harcèlement serait urgemment corrigé. Donc chacun a sa part de responsabilité et de rôle à jouer à son niveau. Cet épisode est l'une de mes actions pour sensibiliser sur ce fléau. Donc, je n'hésite pas à attirer l'attention des autorités à chaque fois que je suis convié à des réunions de haut niveau. Et les pouvoirs publics, comme à l'accoutumée, et donc les législateurs d'ailleurs, prennent généralement le temps, même lorsque c'est urgent. Mais il y a une solution alternative. Il y a en sciences juridiques un principe éminemment important selon lequel le social précède le juridique. Si nous, en tant que société, prenons conscience des effets ravageurs de ce fléau et menons les actions adéquates, les lois suivront avec la sévérité souhaitée. Donc, en synthèse, le harcèlement sexuel a des effets multidimensionnels et interconnectés sur les individus et les structures sociales. Comprendre les mécanismes neuropsychobiologiques en jeu est crucial pour élaborer des stratégies de prévention et donc d'intervention efficaces. La connaissance des impacts sur le cerveau et le comportement peut guider les politiques organisationnelles, les pratiques juridiques, les initiatives de soutien communautaire pour créer des environnements plus sûrs et plus équitables, plus sains. Les histoires de Pierre, de Sarah, de Sophie, de Paul utilisent les différentes facettes du harcèlement sexuel et ses répercussions sur la santé mentale et le physique. Donc, elle montre également l'importance des réactions des tiers et des structures institutionnelles pour atténuer ou aggraver les effets du harcèlement. Donc, dans la prochaine section, je vais explorer les stratégies de coping et les outils neuroscientifiques disponibles pour aider les victimes à se remettre de ces expériences traumatisantes. Nous examinerons également des recommandations pratiques pour les décideurs,
les juges, les employeurs et les institutions académiques pour prévenir le harcèlement et soutenir les victimes. Donc avant cela, je vous invite à soutenir ce podcast en vous abonnant, en partageant avec vos proches et amis. Dites-moi également en commentaire ce que vous en pensez. Partagez vos expériences. Donc n'oubliez pas que vous avez également la possibilité de proposer des sujets dans les commentaires. Donc, les sujets qui auront le plus de likes seront retenus pour les prochains épisodes. Donc parlons maintenant de l'impact du harcèlement sexuel sur la prise de décision. Donc, le harcèlement sexuel a des conséquences profondes et souvent dévastatrices sur la prise de décision des victimes. Les effets psychologiques, cognitifs et neurologiques du harcèlement peuvent altérer la capacité des individus à prendre des décisions éclairées et rationnelles, affectant ainsi leur vie personnelle, professionnelle et financière. Donc, dans cette section, nous explorerons comment le harcèlement sexuel influence les processus décisionnels, le rôle des biais cognitifs, les dommages cérébraux potentiels et le jugement altéré, n'est-ce pas, dû au stress et au traumatisme. Donc, parlons de l'influence, n'est-ce pas, du harcèlement sur la prise de décision. Donc, le harcèlement sexuel engendre un stress intense et chronique qui perturbe les fonctions cognitives et émotionnelles du cerveau. Une étude publiée dans le Journal of Applied Psychology a montré que les victimes, n'est-ce pas, de harcèlement sexuel au travail présentaient des niveaux élevés de stress et d'anxiété, ce qui affectait négativement leur capacité à prendre des décisions rationnelles et efficaces. Le stress prolongé active l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, dans l'axe HHS, comme je l'ai dit, entraînant une libération excessive de cortisol, donc une hormone du stress. Le cortisol en excès peut endommager l'hippocampe, une région clé pour la mémoire et l'apprentissage, et aussi altérer le fonctionnement du cortex préfrontal, donc responsable de la prise de décision et du contrôle des impulsions. Moi, je l'appelle généralement le directeur général du cerveau. Donc, par exemple, une victime de harcèlement sexuel peut éprouver des difficultés à évaluer correctement les risques et les bénéfices de ses choix, conduisant à des décisions précipitées ou inadéquates. Une étude menée par Cortina et ses collègues en 2001 a révélé que les femmes victimes de harcèlement sexuel dans des environnements de travail hostiles prenaient plus de décisions risquées et moins réfléchies, probablement en raison de l'épuisement mental et du stress accumulé. Donc, les biais cognitifs et le jugement altéré sont un autre aspect important. Le harcèlement sexuel peut exacerber certains biais cognitifs, rendant la prise de décision encore plus complexe pour les victimes. Le biais de confirmation, par exemple, peut amener les victimes à rechercher des informations qui confirment leurs croyances négatives sur elles-mêmes, renforçant ainsi leur sentiment d'impuissance et de faible estime de soi. Une étude publiée dans le Journal of Occupational Health Psychology a montré que les victimes de harcèlement sexuel étaient plus susceptibles de faire des erreurs de jugement en raison de l'effet de halo négatif, où une seule expérience négative influence leur perception globale de la réalité. Donc de plus, le biais d'aversion à la perte peut être également amplifié chez les victimes du harcèlement. Ce biais conduit les individus à privilégier la sécurité et à éviter les risques, même lorsque ces risques pourraient conduire à des résultats positifs. Donc, par exemple, une victime de harcèlement peut hésiter à dénoncer son agresseur ou à chercher un nouvel emploi par peur de représailles ou de l'inconnu. Donc, cette paralysie décisionnelle peut prolonger leur souffrance et limiter leurs opportunités de croissance personnelle et surtout professionnelle. Donc, je vous invite à aller regarder notre épisode sur les biais cognitifs, épisode dans lequel je vous résume en 2 heures et 3 minutes 20 années de recherche en sciences de la décision. Donc, en maîtrisant les astuces que je vous donne dans cet épisode-là, vous aurez la recette pour décider comme un expert chevronné, et surtout, vous serez en mesure d'éviter les pièges décisionnels dans lesquels vous tombez sans doute tous les jours, et ces pièges-là ruinent votre santé financière. Donc, l'épisode, il est disponible, allez juste dans la playlist et vous la trouverez. Donc, parlons maintenant des dommages cérébraux et les troubles cognitifs. Donc, le stress chronique et le traumatisme associé au harcèlement sexuel peuvent entraîner des dommages cérébraux qui affectent directement la prise de décision. Une étude publiée dans Neurobiology of Stress a démontré que l'exposition prolongée au stress pouvait réduire la plasticité synaptique, donc affectant ainsi la capacité du cerveau à s'adapter et à apprendre de nouvelles informations. Donc, les victimes de harcèlement sexuel
peuvent également développer des troubles cognitifs tels que des problèmes de concentration, des troubles de la mémoire et une diminution des capacités de planification et des résolutions de problèmes. Un cas particulier est celui de Clara, une jeune femme harcelée par son supérieur. Après plusieurs mois de harcèlement, Clara a commencé à éprouver des troubles de la concentration et des oublis fréquents, affectant sa performance au travail. Ces difficultés cognitives l'ont conduite à prendre des décisions impulsives telles que quitter des projets importants ou éviter des réunions, ce qui a finalement nui à sa carrière. Les dommages cérébraux liés au stress ont également altéré sa capacité à évaluer correctement les conséquences de ses actions, la poussant à des choix mal avisés. Donc, le traumatisme et ses effets sur la prise de décision. Le traumatisme résultant du harcèlement sexuel a des effets à long terme sur la prise de décision. Le trouble de stress post-traumatique est courant parmi les victimes de harcèlement et il peut gravement perturber les processus cognitifs et émotionnels. Une étude intéressante publiée dans Psychological Trauma, Theory, Research, Practice and Policy a révélé que les victimes de troubles de stress post-traumatique avaient des réponses émotionnelles exacerbées et des difficultés à réguler leurs émotions, ce qui compliquait leur prise de décision. Donc, les victimes peuvent également développer une hypervigilance, une caractéristique du trouble de stress post-traumatique, où elles sont constamment sur leur garde et prêtes à réagir à des menaces perçues. Donc, cette hypervigilance peut entraîner des réactions impulsives et des décisions hâtives, car les victimes tentent de se protéger contre des dangers potentiels. Donc, par exemple, une victime peut éviter des situations sociales ou professionnelles importantes par peur de revivre le traumatisme, limitant ainsi ses opportunités de développement, donc personnel et professionnel. Donc, le harcèlement sexuel comme facteur de pauvreté financière. Le harcèlement sexuel peut également être un facteur de pauvreté financière en raison de son impact sur la prise de décision et également la stabilité économique de ses victimes. Ce que j'essaie de dire, c'est que les décisions mal avisées et les opportunités manquées résultant du stress et du traumatisme peuvent conduire à des difficultés financières à long terme. Donc, une étude publiée dans Gender, Work and Organization a montré que les femmes victimes de harcèlement sexuel avaient un risque accru de chômage et de précarité économique. Donc, prenons l'exemple de Sophie, une victime de harcèlement sexuel qui décide de quitter son emploi pour échapper à un environnement toxique. En raison de l'impact du harcèlement sur sa confiance en elle et sa capacité à prendre des décisions réfléchies, Sophie accepte un emploi moins rémunéré et moins stable. Cette décision précipitée, bien que compréhensible, conduit à une perte de revenus et de sécurité financière. De plus, les coûts associés au changement d'emploi, tels que la recherche d'un nouvel emploi, l'adaptation à un nouveau milieu de travail, exacerbent encore sa situation financière. Donc, le harcèlement sexuel peut également entraîner des coûts médicaux élevés pour les victimes, qui doivent souvent consulter des professionnels de la santé mentale pour traiter les effets du traumatisme. Donc, ces dépenses peuvent s'accumuler et contribuer à la pauvreté financière, surtout si les victimes ne bénéficient pas d'un soutien adéquat de la part de leur employeur ou de leur système de santé. Donc, l'impact du harcèlement sexuel sur la prise de décision est profond et complexe. Le stress chronique, les biais cognitifs, les dommages cérébraux et le traumatisme altèrent la capacité des victimes à prendre des décisions éclairées, affectant leur vie personnelle, professionnelle et même financière. Donc, en comprenant ces effets, nous pouvons mieux soutenir les victimes de harcèlement sexuel et mettre en place des stratégies pour prévenir ces conséquences néfastes. Donc, en adoptant des approches innovantes et basées sur des preuves, n'est-ce pas, des preuves scientifiques pour traiter et prévenir le harcèlement sexuel, nous pouvons non seulement améliorer la santé mentale et le bien-être des victimes, mais aussi promouvoir un environnement de travail plus équitable et plus respectueux. Donc, il est crucial de continuer à sensibiliser et à éduquer sur les effets dévastateurs du harcèlement sexuel afin de créer des communautés plus sûres, plus inclusives. Abordons maintenant plusieurs techniques de pointe pour surmonter ce fléau et plein d'autres fléaux. Certaines de ces techniques ont été développées par moi-même en m'inspirant de l'état de l'art en sciences. Donc, pour commencer, chose promise étant due, je vous présente la programmation neurotranscendantale, la PNT.
Cependant, pour bien préparer votre esprit à comprendre le protocole de la PNT, je vais brièvement vous parler d'un des phénomènes les plus surprenants en sciences et surtout en neurosciences. En réalité, ce sont deux phénomènes différents, mais étroitement liés l'un à l'autre. Vous avez certainement déjà entendu parler de l'effet placebo, mais nombreux sont ceux qui ignorent sa transposée, notamment l'effet nocebo. Je vous explique. Commençons déjà par l'effet placebo. Eh bien, l'effet placebo est un phénomène fascinant où une personne ressent une amélioration de son état de santé après avoir reçu un traitement inerte, tout simplement parce qu'elle croit que ce traitement est réel et efficace. Donc, cet effet repose sur la puissance de la croyance et des attentes positives. Le terme placebo vient du latin et signifie « je plairai ». Donc, en médecine, un placebo peut être une pilule de sucre, une injection de solution saline ou tout autre traitement sans effet thérapeutique actif. Donc, quelques études marquantes sur l'effet placebo. Donc, on a l'expérience des injections de solution saline. Donc, une des études les plus célèbres sur l'effet placebo a été réalisée dans les années 1950. Donc, les chercheurs ont administré des injections de solution saline, donc sans effet thérapeutique aucun, à des patients souffrant de douleurs post-opératoires, en leur faisant croire qu'il s'agissait d'un puissant analgésique. Incroyablement, de nombreux patients ont rapporté une réduction significative de la douleur, certains allant même jusqu'à décrire une disparition complète de leurs symptômes. Parlons maintenant de l'étude des fausses opérations chirurgicales. Une autre étude choquante a été menée par le docteur Bruce Moseley, un chirurgien orthopédiste qui a comparé les effets de véritables opérations de genoux à des opérations placebo. Dans le groupe placebo, les patients subissaient une incision sans intervention chirurgicale réelle. Donc, les résultats ont montré que les patients des deux groupes, y compris ceux qui avaient reçu des opérations fictives, rapportaient des améliorations similaires de la douleur et de la mobilité. C'est surprenant. Parlons maintenant de l'effet placebo et de la dépression. Des études sur les antidépresseurs ont montré que les patients prenant des placebos rapportent bien souvent une amélioration similaire à ceux prenant des médicaments actifs, soulignant l'impact des attentes et des croyances sur l'état mental. Donc, par exemple, une méta-analyse menée par Irving Kirsch a révélé que jusqu'à 75% de l'effet des antidépresseurs pouvait être attribué à l'effet placebo. Si ce n'est pas surprenant. Donc, parlons maintenant de l'effet nocebo. L'effet nocebo est juste l'inverse de l'effet placebo. Il se produit lorsque des attentes négatives entraînent des effets néfastes sur la santé. Donc, le terme nocebo vient du latin et signifie « je nuirai ». Donc, les croyances et les attentes négatives peuvent provoquer des symptômes réels allant de la douleur aux troubles gastro-intestinaux, en passant par des effets secondaires sévères. Donc, voyons quelques études marquantes sur l'effet nocebo. Donc, l'étude des faux allergènes. Une étude a montré que des personnes exposées à une substance inoffensive, mais qui croyaient qu'elle était allergène, développaient des symptômes allergiques, tels que des éruptions cutanées, des démangeaisons et même des difficultés respiratoires. Donc, cette réaction était purement due à leurs attentes négatives. Une autre étude a examiné les effets secondaires des statines, qui sont des médicaments pour le cholestérol. Donc, les patients qui avaient été informés des possibles effets secondaires ressentaient effectivement plus de douleurs musculaires et d'effets indésirables par rapport à ceux qui n'avaient pas été informés. Donc, même si ces symptômes étaient dus à des facteurs non liés aux médicaments. Parlons maintenant de l'expérience de l'électrocardiogramme factice. Donc, dans une étude, des participants ont été reliés à une machine d'électrocardiogramme factice et ont été informés que l'appareil pourrait provoquer des douleurs thoraciques. De nombreux participants ont effectivement ressenti des douleurs au niveau du thorax, bien que l'appareil n'ait en réalité aucun effet sur eux. Parlons des mécanismes neuroscientifiques de l'effet placebo et nocebo. Donc, commençons par, la neuroscience de l'effet placebo. L'effet placebo engage plusieurs systèmes neurobiologiques dans le cerveau, notamment les circuits de récompense, le système opioïde endogène et les neurotransmetteurs tels que la dopamine et la sérotonine. Voici comment cela fonctionne. On va commencer par parler de l'activation des circuits de récompense. Donc, les attentes positives activent le système de récompense du cerveau.
en particulier le noyau accumbens qui libère, n'est-ce pas, de la dopamine, donc le neurotransmetteur associé au plaisir et à la satisfaction. Donc, cette activation renforce les sensations de bien-être et peut atténuer la perception de la douleur. Donc, parlons maintenant de la libération d'opioïdes endogènes. Donc, les croyances positives peuvent également déclencher la libération d'opioïdes endogènes, donc ce sont des analgésiques naturels du corps. Donc, ces substances se lient aux récepteurs opioïdes dans le cerveau et la moelle épinière, réduisant ainsi la douleur de manière similaire à l'action de médicaments analgésiques. Donc, parlons de la modulation des réponses au stress. L'effet placebo peut réduire l'activation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, donc HHS, diminuant ainsi la libération de cortisol, l'hormone du stress. Donc, une réduction du cortisol contribue à un effet de relaxation et de bien-être, améliorant ainsi les résultats cliniques, n'est-ce pas, des patients. Donc, parlons un peu de la neuroscience de l'effet nocebo. L'effet nocebo, quant à lui, engage des mécanismes neurobiologiques similaires, mais inversement orientés. Donc, voici comment cela se passe dans le cerveau. Donc, on va commencer par parler de l'activation des circuits de la douleur. Les attentes négatives activent les circuits neuronaux de la douleur, en particulier l'insula et le cortex singulaire antérieur, augmentant ainsi la perception de la douleur. Donc, cette activation amplifie les sensations douloureuses et les rend plus intenses. Ensuite, la libération de neurotransmetteurs de stress. Les croyances négatives peuvent déclencher la libération de neurotransmetteurs de stress tels que la noradrénaline et le cortisol. Donc, ces substances augmentent l'anxiété et la tension, n'est-ce pas, exacerbant les symptômes physiques et même les symptômes émotionnels. Maintenant, parlons de l'effet de conditionnement. Le conditionnement joue ici également un rôle important dans l'effet nocebo. Par exemple, si une personne a vécu une mauvaise expérience avec un traitement particulier, elle peut associer ce traitement à des effets négatifs, entraînant des réactions nocebo lors, n'est-ce pas, des utilisations futures du traitement. Donc, quel est le lien entre les effets placebo et nocebo et la programmation neurotranscendantale? Il faut dire que comprendre les effets placebo et nocebo nous permet d'avoir une connaissance de la puissance de nos croyances et de nos attentes sur le bien-être physique et moral. Donc, la PNT, programmation neurotranscendantale, tire parti de cette compréhension pour reprogrammer les schémas cognitifs et neuronaux de manière positive. En exploitant la neuroplasticité, la PNT vise à transformer les croyances et les perceptions négatives en attentes positives, facilitant ainsi la guérison et la résilience. Donc, les effets placebo et nocebo démontrent de manière frappante la capacité de notre esprit à influencer notre corps. En comprenant et en appliquant ces principes, la programmation neurotranscendantale offre un moyen puissant de reprogrammer notre cerveau pour surmonter les traumatismes et ainsi améliorer notre bien-être. Donc, la PNT est basée sur le principe selon lequel chaque être humain a la capacité de transformer le plus grand malheur du monde en bonheur personnel. Il repose sur l'idée que notre perspective sur les événements influence profondément notre expérience de vie. Donc, cette technique de protection et de guérison propose que, plutôt que de se laisser hanter par les événements négatifs, nous utilisons le pouvoir de notre cerveau pour changer notre perspective et vivre heureux malgré les adversités. L'un des fondements de cette technique est l'idée que nous avons le pouvoir de transformer nos perceptions et par conséquent nos émotions. Une fois qu'un événement s'est produit, nous ne pouvons pas remonter le temps pour le changer. Nous avons donc deux options. Nous laisser hanter par cet événement et souffrir toute notre vie, ou alors utiliser la souplesse et la malléabilité de notre cerveau pour changer notre perspective et en faire une source de bonheur. Prenons l'exemple de la perte d'un être cher. Lorsque j'ai perdu mon grand-père maternel, à qui j'étais très particulièrement attaché, la réaction naturelle aurait été de plonger dans la tristesse et le deuil. Cependant, j'ai choisi une autre voie. Ma mère était complètement anéantie, et je dis bien anéantie. Donc, je devais absolument faire quelque chose. Donc, pendant les obsèques, j'ai pris le parti d'être souriant et de poser des actes pour distiller de la bonne humeur. Mon but était de rendre ma mère heureuse dans ce moment de peine, d'affliction, de chagrin et de souffrance. Donc, je n'étais encore qu'un jeune étudiant, mais je comprenais déjà suffisamment comment fonctionne le cerveau humain. J'ai donc mis mes talents en usage
Et j'ai réussi, sans faire beaucoup d'efforts d'ailleurs, à ce que ma mère tombe dans un fou rire. Elle riait littéralement aux éclats, au point de jeter ébahissement et stupéfaction sur les personnes venues la soutenir. Certains pensaient d'ailleurs qu'elle et moi en avions perdu la raison, qu'on était littéralement devenus fous. Mais ce choix conscient de transformer un moment de tristesse en un moment de célébration de la vie de mon grand-père a permis à ma mère, à moi-même et d'ailleurs à d'autres proches qui se sont laissés contaminer par la bonne humeur, de traverser cette épreuve avec résilience et positivité. Ce jour-là, lorsque ma mère commençait à accueillir les nouveaux proches qui venaient la soutenir, avec sourire éclatant et bonne humeur, je me suis dit, la neurotranscendance marche vraiment. C'est elle qui allait désormais auprès des proches et pleurer pour leur expliquer qu'il faut en réalité se réjouir de cet événement qui, au premier abord, semble tragique. Ce qu'il faut retenir de cette histoire personnelle, c'est que lorsqu'un événement malheureux se produit, la question essentielle, l'unique question essentielle à se poser est de savoir est-ce qu'il est réversible? Si oui, il est crucial de travailler à le résoudre. Mais si l'événement n'est pas réversible, alors la seule manière de le dominer est de l'accepter pleinement. Donc cette acceptation ne signifie pas résignation, mais plutôt une transformation active de notre perspective sur l'événement en question. C'est la neurotranscendance. Donc, les recherches en neurosciences montrent que le cerveau humain est capable de plasticité neuronale, c'est-à-dire qu'il peut se reconfigurer en réponse à de nouvelles expériences et perspectives. Donc, en changeant consciemment notre perspective sur un événement négatif, nous pouvons littéralement reprogrammer notre cerveau pour qu'il réponde de manière plus positive. En se laissant souffrir des années après un malheur, nous nous infligeons un mal supplémentaire que notre bourreau ne nous a pas infligé. C'est ce que j'appelle le masochisme perpétuel. En maintenant la douleur et le traumatisme en vie, nous continuons à servir notre bourreau, en prolongeant notre propre souffrance. Donc, se libérer de ce cycle nécessite une prise de conscience que nous avons le pouvoir de changer notre expérience en changeant notre perspective. Donc, contrairement à de nombreux thérapeutes qui cherchent généralement à donner un sens mémoriel à des expériences ou à des souffrances individuelles en mettant des noms techniques sur des sensations et les émotions, je suis opposé et de manière radicale à cette approche. Donner un nom à une émotion ou à une sensation la rend plus aiguë et plus normalisée. Par exemple, connaître le mot stress ou dépression augmente les chances d'en souffrir, car elles deviennent des catégories bien définies dans notre esprit. Les études montrent que les émotions ne sont pas universelles et peuvent varier considérablement d'une culture à l'autre. Donc, par exemple, des émotions courantes dans certaines cultures peuvent être inexistantes dans d'autres. Donc, cette variabilité culturelle démontre que les émotions sont en grande partie construites socialement et cognitivement, car nous ne naissons pas avec nos émotions. Donc, pour changer notre perspective sur la dépression et le stress, il est crucial de revenir à ce que j'appelle le champ de responsabilité. Plutôt que de dire « je suis déprimé », ce qui implique une résignation et un déterminisme, il est plus utile de dire « je me déprime ». Cette réformulation met en évidence notre rôle actif dans la création de nos émotions et nous rappelle que nous avons le pouvoir de changer notre état émotionnel. Donc, si quelqu'un vous dit « je suis déprimé », dites-lui très sérieusement « tu n'es pas déprimé, tu te déprimes ». Par exemple, lorsque j'accompagne des thérapeutes, je leur conseille de demander à leurs patients déprimés « comment réussissez-vous à vous déprimer ?» Cette question incite les gens, donc les patients, à réfléchir activement à leur propre comportement et à leurs propres pensées qui contribuent à leurs états émotionnels, les aidant ainsi à identifier les moyens pour changer, n'est-ce pas, ces schémas. Donc, pour illustrer cette technique, considérons plusieurs exemples concrets. Marie a récemment perdu un emploi qu'elle aimait beaucoup. Plutôt que de se laisser abattre par cet échec, elle choisit de voir cette perte comme une opportunité de se réinventer et de découvrir de nouvelles passions. Elle décide de suivre une formation dans un domaine qui l'a toujours intéressée, mais qu'elle n'a jamais osé explorer. En changeant sa perspective, elle transforme une expérience négative en une chance de croissance personnelle et professionnelle. Prenons l'exemple de Jacques. Donc, Jacques traverse une rupture amoureuse douloureuse. Au lieu de se focaliser sur la douleur et la perte,
Il choisit de voir cette rupture comme une occasion de se concentrer sur lui-même et donc de développer des compétences personnelles qu'il avait négligées. Il commence à pratiquer la méditation et à s'engager dans des activités sociales, ce qui lui permet de redécouvrir sa propre valeur et de se renforcer émotionnellement. Donc Sophie reçoit un diagnostic de maladie chronique. Plutôt que de se laisser submerger par la peur et la désespérance, elle décide de se concentrer sur les aspects de sa vie qu'elle peut contrôler. Elle adopte un mode de vie sain, en se concentrant sur une alimentation équilibrée, de l'exercice physique et le soutien social. Donc, en changeant sa perspective sur la maladie, elle parvient à maintenir une qualité de vie élevée et à trouver du bonheur malgré son état de santé. Donc, la capacité de transformer notre perspective repose sur la neuroplasticité, donc la capacité du cerveau à se remodeler en réponse à des expériences et des apprentissages. Donc, des études montrent que des pratiques telles que la méditation de pleine conscience et la thérapie cognitive peuvent modifier des circuits neuronaux associés aux émotions et au stress, renforçant ainsi notre résilience et notre bien-être. Une étude publiée dans NeuroImage a démontré que la méditation régulière pouvait augmenter l'épaisseur du cortex préfrontal, donc la région du cerveau associée à la prise de décision et au contrôle émotionnel. De plus, les études en psychologie positive ont montré que les personnes capables de trouver un sens positif dans les événements négatifs présentent une meilleure santé mentale et une plus grande résilience face au stress. Donc, la programmation neurotranscendantale est donc basée sur la transformation des malheurs en bonheur et repose sur notre capacité à changer notre perspective sur les événements de la vie. En rejetant le masochisme perpétuel et en embrassant la souplesse de notre esprit, nous pouvons trouver du bonheur même dans les circonstances les plus difficiles. Donc, cette approche ancrée dans la science et la neuroplasticité offre un chemin puissant pour surmonter le stress, la dépression et les traumatismes et ainsi permettre de vivre une vie épanouissante et joyeuse. En adoptant cette perspective, nous nous donnons la liberté de créer notre propre bonheur indépendamment des adversités extérieures. Donc, parlons maintenant de la technique que j'ai nommée renversement des rôles émotionnels. Donc, cette technique est inspirée par des techniques de communication assertive et de gestion des conflits. Donc, cette méthode est conçue pour désarmer psychologiquement le harceleur. En renversant la dynamique de pouvoir, l'idée est de le surprendre par une réponse inattendue, forçant une pause cognitive qui désamorce la situation. Donc, la science montre que cette pause peut diminuer l'activité de l'amygdale, donc la partie du cerveau impliquée dans les réactions de peur et d'agression, et ainsi contribuer à activer le cortex préfrontal, responsable de la réflexion et de la prise de décision rationnelle. Imaginez Sarah, une employée qui subit généralement des commentaires déplacés. Avant de rentrer au bureau, elle se prépare mentalement en visualisant son harceleur dans une situation de vulnérabilité. Cette pratique inspirée de la thérapie cognitive aide Sarah à se sentir plus en situation de contrôle. Donc, lorsqu'elle est confrontée à des comportements inappropriés, Sarah pose une question directe mais surprenante. Est-ce que tout va bien chez vous en ce moment? Cette question désarçonne le harceleur et force une pause cognitive. Pendant cette pause, l'activité de l'amygdale diminue, rendant le harceleur moins agressif. Donc, Sarah utilise cette pause pour quitter calmement la situation, envoyant ainsi un signal à l'amygdale du harceleur que son comportement est inacceptable et met son autorité en question. Donc, après l'incident, Sarah consigne ses expériences dans un journal pour analyser ce qui a fonctionné et ce qui pourrait être amélioré. Donc, cette réflexion post-incident renforce les circuits neuronaux de la résilience et de l'auto-efficacité. Donc, la science derrière cette technique repose sur la plasticité neuronale et donc la capacité du cerveau à se remodeler en réponse aux expériences. Des études montrent que des approches comme la réévaluation cognitive et la réflexion active peuvent renforcer les connexions neuronales associées à la résilience et à la gestion de conflits. Donc, en utilisant cette technique, Sarah non seulement se protège émotionnellement contre les effets du harcèlement, mais elle transforme également chaque interaction négative en une opportunité de renforcer sa résilience et son contrôle. Donc, cette méthode permet aux victimes, n'est-ce pas, de
reprendre le pouvoir et de se sentir en contrôle malgré les circonstances adverses. En transformant les moments de harcèlement en opportunités de croissance, donc de croissance personnelle, nous pouvons littéralement non seulement survivre au harcèlement, mais aussi en sortir plus fort et plus déterminé. Donc parlons maintenant de l'une des techniques de la PNT qui marche très bien. Eh bien, c'est la technique de journalisation positive. Donc j'ai développé cette technique pour inciter les personnes que j'accompagne à mettre l'accent sur les aspects positifs de leurs expériences, tout en les aidant à se débarrasser des émotions négatives. Donc imaginez Marie, une victime de harcèlement sexuel. Après un incident, elle décrit immédiatement ses sentiments et ses pensées sur un bout de papier. Elle exprime toute sa colère, toute sa tristesse, autant pour moi, et toute son anxiété, sans aucune retenue. Une fois l'écriture terminée, elle déchire le papier en morceaux et le jette à la poubelle. Ce geste symbolise le lâcher-prise de ses émotions négatives et envoie un message clair à son cerveau qu'elle se débarrasse de cette charge émotionnelle négative. Donc ensuite, Marie utilise son journal permanent pour consigner uniquement, et je dis bien uniquement, les aspects positifs et constructifs de son expérience. Elle écrit sur les solutions qui ont fonctionné, sur les stratégies de coping efficaces, sur les moments de résilience et les leçons apprises. Donc, par exemple, elle pourrait noter comment la respiration profonde a aidé à réduire sa tension pendant l'incident. Elle documente également ses objectifs personnels et des affirmations positives comme « je suis capable de gérer des situations stressantes avec calme, confiance et sérénité ». Cette méthode de journalisation positive permet de renforcer les comportements constructifs et de développer une mentalité de résilience. En éliminant expressément les écrits négatifs, Marie évite de ruminer sur ses expériences traumatisantes, ce que j'appelle, n'est-ce pas, le masochisme perpétuel. Donc, en évitant cela, Marie diminue les risques de stress et d'anxiété. À long terme, cette pratique renforce sa confiance en elle et sa capacité à surmonter les défis. Donc, la prochaine fois que vous faites face à une situation difficile, essayez cette méthode. Donc, écrivez vos émotions négatives sur un bout de papier, puis détruisez-le pour symboliser le lâcher-prise. Ensuite, consignez uniquement les aspects positifs et les solutions dans votre journal permanent. Cette approche vous aidera à transformer vos expériences négatives en source de croissance personnelle et de résilience. Croyez-moi, ça marche. De la même manière que vous vous débarrassez de vos déchets alimentaires, vous devez absolument vous débarrasser de vos déchets émotionnels pour être heureux. Donc, passons maintenant à la technique de l'ancrage sensoriel. Donc, cette méthode est inspirée du conditionnement pavlovien et de la psychologie sensorielle, mais appliquée de manière stratégique pour la gestion du harcèlement. Donc, l'idée est d'utiliser des stimuli sensoriels pour influencer les émotions et les comportements du harceleur, en exploitant des associations négatives préexistantes. Prenons l'exemple de Jean, un employé qui découvre que certains sons ou odeurs peuvent déclencher des souvenirs négatifs chez son harceleur, détournant ainsi son attention. Avant une réunion potentiellement difficile, Jean utilise ma technique de l'ancrage sensoriel. Donc voici comment elle fonctionne. Avant la réunion, Jean se prépare en identifiant les déclencheurs sensoriels spécifiques à son harceleur. Par exemple, il sait que son harceleur déteste une certaine odeur de parfum ou que le son d'une vieille sonnerie de téléphone lui rappelle une expérience stressante. Jean intègre ces stimuli dans son environnement immédiat pour induire un inconfort chez son harceleur. Donc, lors de la réunion, Jean utilise ces déclencheurs pour détourner l'attention du harceleur. Donc, il porte discrètement le parfum que le harceleur trouve désagréable, ou alors change la sonnerie de son téléphone pour celle qui rappelle une expérience très stressante au harceleur. Ces ancrages sensoriels créent un inconfort et donc une distraction psychologique, rendant le harceleur moins agressif et plus préoccupé par son propre stress. Donc après la réunion, Jean évalue l'efficacité de ces ancrages en observant les réactions du harceleur. Il ajuste ses stratégies en fonction des résultats obtenus, renforce ainsi sa capacité à gérer ces situations similaires à l'avenir. Donc la science derrière cette technique repose sur le conditionnement classique où des stimuli neutres
sont associés à des réponses émotionnelles spécifiques à travers des expériences passées. Donc, des études montrent que les stimuli sensoriels peuvent déclencher des réactions émotionnelles puissantes et influencer le comportement. Cette technique m'a été inspirée par Beaumarchais dans Le Barbier de Séville. Donc, lorsque Figaro, rencontrant par surprise le prince Amalviva, chantant dans les rues de Séville pour éveiller l'attention de Rosine qui l'aime, dit au prince: en occupant quelqu'un de ses propres affaires, on l'empêche de s'occuper des affaires des autres. C'est tellement vrai. Donc la meilleure manière de se débarrasser des commères et des nuisibles, c'est de provoquer matière à commérage et nuisance dans leur propre vie. Dans le contexte de la pièce, Figaro et le prince Almaviva se heurtent à l'opposition de Bartolo, le tuteur de Rosine, qui souhaite l'épouser lui-même pour mettre main, n'est-ce pas, sur sa dot. Mais Figaro, rusé et inventif, envisage de créer des situations qui occuperaient Bartolo afin qu'il soit trop préoccupé pour surveiller Rosine et empêcher Almaviva de la courtiser. Donc Figaro propose des stratagèmes comme falsifier des lettres et déguiser Almaviva pour qu'il puisse approcher Rosine sans éveiller les soupçons de Bartolo. Donc cette idée consistant à détourner l'attention de Bartolo en l'occupant de ses propres affaires montre comment on peut manipuler les situations à notre avantage. Une leçon que j'ai adaptée pour vous aider à gérer les situations difficiles dans votre propre vie, tout en restant éthique. Donc maintenant, en utilisant cette technique, Jean non seulement détourne l'attention du harceleur et réduit l'agressivité, mais il transforme également chaque interaction négative en une opportunité de prendre le contrôle de la situation. Donc, cette méthode permet aux victimes et donc aux témoins de gérer des situations de harcèlement de manière proactive et très subtile. En utilisant les stimuli sensoriels pour influencer les émotions et les comportements, nous pouvons non seulement désarmer le harceleur, mais aussi créer un environnement plus sûr et plus respectueux. Ceci est vraiment essentiel. Donc, parlons maintenant de la technique que j'ai nommée l'effet miroir intensifié. Donc, cette méthode est inspirée par les techniques de miroir utilisées généralement en thérapie comportementale. Mais elle va plus loin en amplifiant les comportements du harceleur pour provoquer une dissonance cognitive. Donc l'idée, elle est assez simple. Il faut refléter et exagérer les comportements du harceleur afin de lui faire réaliser l'incongruité de ses actions. Donc prenons l'exemple de Julie, une victime de harcèlement. Elle utilise cette technique pour retourner la situation. Donc voici comment elle se met en place. Avant de se rendre au bureau, Julie se prépare mentalement en s'entraînant à imiter les comportements agressifs de manière exagérée, délibérément exagérée. Elle pratique devant un miroir pour s'assurer que ses gestes et son ton sont maîtrisés. Donc cette préparation mentale renforce sa confiance et sa capacité à réagir de façon totalement appropriée. Donc lorsqu'elle est confrontée à des commentaires déplacés ou alors à des comportements inappropriés, eh bien, Julie imite exactement le ton et la posture du harceleur, mais en exagérant légèrement. Donc si le harceleur parle fort et se penche en avant, alors Julie fait de même, mais de manière plus prononcée. Donc ce mimétisme amplifié crée une dissonance cognitive chez le harceleur qui se voit refléter de manière grotesque et réalise soudainement l'incongruité de son comportement. Donc après l'incident, Julie réfléchit à la réaction du harceleur et ajuste éventuellement sa technique si nécessaire. Donc cette réflexion post-incident renforce également sa résilience et sa capacité à gérer des situations similaires dans le futur. Donc cette technique repose sur le concept de dissonance cognitive développé par Festinger en 1957. Donc la dissonance cognitive, l'inconfort mental ressenti lorsqu'une personne est confrontée à des informations ou des comportements contradictoires à ses pensées préexistantes. Donc des études montrent que cette dissonance peut motiver un changement de comportement pour réduire l'inconfort. Donc en utilisant cette technique, Julie non seulement se protège émotionnellement contre les effets du harcèlement, mais elle transforme également chaque interaction négative en une opportunité de provoquer une prise de conscience chez le harceleur. Donc cette méthode permet aux victimes de, n'est-ce pas, reprendre le pouvoir et de se sentir en contrôle malgré les situations, on va dire, d'adversité. Donc en amplifiant les comportements du harceleur, nous pouvons non seulement désarmer l'agression,
mais aussi inciter à une réflexion et à un changement comportemental réel et profond. Maintenant, parlons de la technique de l'anticipation cognitive, inspirée par les stratégies de gestion de crise et des entraînements en communication assertive. Eh bien, cette méthode prépare les individus à gérer des incidents de harcèlement avant même qu'ils ne surviennent. L'idée est d'anticiper les situations potentielles de harcèlement et, mutatis mutandis, s'entraîner à y répondre de manière appropriée. Donc, la science montre que la préparation mentale et les scénarios de role-play peuvent renforcer les connexions neuronales associées à la résilience et donc à la gestion de conflits. Donc, imaginez Marc. Marc est un manager qui utilise cette méthode pour prévenir les incidents de harcèlement. Donc, voici comment il l'applique à l'anticipation cognitive. Eh bien, avant une réunion où des tensions sont prévues, Marc organise des sessions de roleplay avec ses équipes. Il simule des scénarios de harcèlement et enseigne des réponses adaptées à chacun des scénarios. Cette préparation inclut des phrases assertives comme « je ne tolère pas ce genre de comportement » ou « nous devons maintenir un environnement respectueux ». Ces sessions renforcent la confiance de ses employés et les préparent à réagir de manière appropriée. Donc, pendant la réunion, si un comportement inapproprié commence à émerger, eh bien, les employés formés pendant la phase de préparation réagissent instantanément avec des phrases préapprises. Ils désamorcent la situation avant qu'elle n'escalade, grâce à la pratique et à la préparation anticipée. Donc, après la réunion, Marc évalue l'efficacité de ses interventions et ajuste ses stratégies si nécessaire. Donc, il encourage les retours des employés pour améliorer continuellement le processus de préparation. Donc, la science derrière cette technique également repose sur la plasticité neuronale et donc la capacité du cerveau à se remodeler en réponse aux expériences répétées. Des études montrent que les scénarios de roleplay et la répétition des réponses assertives peuvent renforcer les connexions neuronales associées à la gestion des conflits et même à la communication efficace. Donc, en utilisant cette technique, Marc non seulement protège ses employés contre les effets du harcèlement, mais il transforme également chaque situation potentielle en une opportunité de renforcer la résilience et la compétence en gestion de conflits de son équipe, favorisant également la cohésion d'équipe. Donc, cette méthode permet aux employés de se sentir en contrôle et préparés, réduisant aussi le stress et l'anxiété associés aux situations de harcèlement éventuelles. Donc, en anticipant les situations de harcèlement et en s'entraînant à y répondre, nous pouvons non seulement prévenir les incidents, mais aussi créer un environnement de travail plus sûr, plus sain et plus respectueux. Passons maintenant à la technique que j'ai nommée communication kinesthésique discrète. Donc, cette approche est basée sur les principes de la communication non verbale et donc de la dynamique de groupe et est conçue pour permettre aux témoins de harcèlement d'intervenir efficacement sans qu'il n'y ait besoin de confrontation directe avec le harceleur. Donc, l'idée est d'utiliser des signaux corporels pour indiquer la désapprobation et soutenir la victime de manière subtile mais puissante. La science montre que la communication non verbale peut avoir un impact significatif sur les interactions sociales et influencer le comportement de manière subconsciente. Donc, imaginez Paul, un collègue qui assiste impuissant, au harcèlement d'une collègue. Plutôt que d'intervenir verbalement, Paul utilise ma technique de la communication kinesthésique discrète. Donc, il peut faire ceci concrètement. Donc, avant de se rendre au bureau, Paul se familiarise avec des postures et des gestes qui transmettent la protection et la désapprobation. Donc, il s'entraîne devant un miroir pour s'assurer que ces gestes sont clairs et confiants. Donc, lorsqu'il est témoin d'un comportement inapproprié, Paul se positionne de manière protectrice près de la victime. Il croise les bras, il se tient droit, il fixe intensément le harceleur. Ces signaux corporels envoient un message puissant sans que le moindre mot ne soit prononcé. Le harceleur perçoit la désapprobation et la solidarité envers la victime, ce qui peut le dissuader de poursuivre son comportement. Souvenez-vous qu'en agissant de cette manière, vous ne dites peut-être rien au harceleur, mais c'est tout un discours que vous venez de livrer à son cerveau. Donc, après l'incident, Paul offre son soutien verbal à la victime en privé, en renforçant ainsi le sentiment de sécurité et de soutien.
Il peut également informer les ressources humaines pour une action appropriée, n'est-ce pas, à l'échelle organisationnelle. Donc, la communication non verbale suggère que les gestes, les postures et les expressions faciales peuvent transmettre des messages puissants et influencer les interactions sociales. Les études montrent que les signaux non verbaux peuvent moduler les comportements et renforcer la cohésion de groupe. En utilisant cette technique, Paul non seulement protège la victime et désamorce la situation, mais il crée également un environnement de travail plus sûr et plus respectueux. Donc, cette méthode permet aux témoins d'intervenir de manière proactive et de manière tout à fait subtile en utilisant la communication non verbale pour influencer positivement la dynamique sociale. Donc, passons maintenant à la technique de l'inversion de la charge émotionnelle. Cette approche repose sur les principes de confrontation et du feedback immédiat, transformant les incidents de harcèlement en source de réflexion pour le harceleur. L'idée est de faire ressentir au harceleur l'impact émotionnel de ses actions en lui renvoyant une image négative de lui-même, donc amplifiée par le feedback collectif. Donc, la science montre que la rétroaction sociale et les dynamiques de groupe peuvent fortement influencer le comportement individuel. Donc, imaginez Lucie qui travaille dans un environnement hostile. Lucie utilise ma technique de l'inversion de la charge émotionnelle. Avant de se rendre au travail, Lucie se prépare en mettant en place un système de soutien avec ses collègues qui partagent la même préoccupation pour le harcèlement. Ils se mettent d'accord pour enregistrer discrètement les incidents de harcèlement avec leur téléphone, assurant ainsi une documentation précise et collective. Lorsque l'incident de harcèlement se produit, Lucie et ses collègues, du coup, enregistrent les interactions. Après l'incident, ils montent une vidéo courte mais puissante qui compile ces enregistrements de manière à illustrer clairement le comportement du harceleur et son impact émotionnel. Donc, cette vidéo est ensuite montrée à l'ensemble de l'équipe lors d'une réunion, transformant le harceleur en centre d'attention négative. Donc, ce feedback immédiat et visuel est extrêmement puissant et perturbant pour le harceleur, qui se trouve confronté à une image concrète de son comportement et de ses conséquences. Donc, cette confrontation collective peut souvent pousser à un changement de comportement ou à des sanctions de la part de l'administration. C'est une technique à utiliser avec beaucoup de pincettes puisqu'elle est délicate à mettre en œuvre. Cette technique repose sur la théorie du feedback social et l'effet de pression des pairs. Donc, des études montrent que les individus sont fortement influencés par la perception et les réactions de leur groupe social. Donc, en exposant le harceleur, n'est-ce pas, à une rétroaction collective négative, nous pouvons provoquer une prise de conscience et un changement de comportement. En utilisant cette technique, Lucie et ses collègues non seulement protègent la victime et désamorcent la situation, mais ils créent également un environnement de travail plus sûr et plus respectueux. Cette méthode permet aux victimes et aussi aux témoins de reprendre le contrôle et de transformer chaque incident de harcèlement en une opportunité d'apprentissage et de changement positif. Cette approche est conçue spécifiquement pour le contexte du harcèlement sexuel, en utilisant la rétroaction sociale et la confrontation collective. Nous pouvons non seulement désarmer le harceleur, mais aussi inciter à une réflexion et donc à un changement de comportement durable et profond. Maintenant, parlons de la technique que j'ai nommée l'activation de l'auto-réflexion. Inspirée par le questionnement socratique et les techniques de thérapie introspective, cette méthode pousse le harceleur à une prise de conscience en l'invitant à réfléchir sur ses propres comportements. L'idée est de créer une opportunité pour le harceleur de s'interroger sur ses motivations et ses actions, ce qui peut provoquer une prise de conscience et potentiellement un changement de comportement. Donc, la science montre que l'introspection et la réflexion sur soi-même peuvent conduire à une meilleure compréhension des comportements et à des changements positifs durables. Donc, si on prend l'exemple de Camille, donc une victime de harcèlement, plutôt que de confronter son harceleur directement, elle décide d'envoyer un email réfléchi et non confrontationnel. Donc, voici comment elle applique la technique de l'activation de l'autoréflexion. Donc, avant de rédiger son email, Camille réfléchit aux questions qui pourraient éventuellement inciter son harceleur à examiner ses propres motivations et
ses sentiments. Donc, elle prend le temps de formuler ses questions de manière ouverte et non accusatrice. Lorsqu'elle envoie l'email, Camille écrit quelque chose comme « Alors, je me demande ce qui te pousse à agir ainsi. Est-ce que tu as vécu quelque chose de similaire? Comment te sens-tu après avoir fait ces remarques ?» Ces questions sont conçues pour encourager le harceleur à réfléchir à ses actions et donc à leurs impacts, souvent pour la première fois. Après avoir envoyé l'email, Camille attend une réponse. Si le harceleur répond, elle engage un dialogue ouvert, continuant à poser des questions introspectives pour approfondir la réflexion. Si elle ne reçoit pas de réponse, elle a tout de même planté une graine de réflexion dans l'esprit du harceleur. Cette technique repose sur le principe de la cognition introspective, qui est la capacité de réfléchir sur nos propres pensées et nos propres actions. Les études montrent que le questionnement socratique peut aider les individus à reconsidérer leur comportement et à adopter de nouvelles perspectives. Donc, en utilisant cette technique, Camille non seulement se protège émotionnellement en évitant une confrontation directe, mais elle transforme également chaque interaction en une opportunité pour le harceleur de prendre conscience pleinement de ses actions. Donc, cette méthode permet aux victimes de provoquer une prise de conscience et éventuellement un changement de comportement chez le harceleur. Donc, en encourageant la réflexion introspective, nous pouvons non seulement désarmer le harceleur, mais aussi inciter à une réflexion et donc à un changement de comportement profond et éventuellement durable. Passons maintenant à la technique de gamification des politiques anti-harcèlement. Donc, cette approche innovante transforme la formation et la sensibilisation en un processus interactif et engageant en utilisant des principes de la gamification. L'idée est de rendre l'apprentissage des politiques anti-harcèlement et des comportements appropriés plus attrayants et plus mémorables. La science montre que la gamification qui utilise des éléments de jeu dans des contextes non ludiques peut renforcer l'engagement et la motivation en activant les circuits de récompense du cerveau. Donc imaginez Emma, qui est responsable des ressources humaines dans une grande entreprise. Elle a le but, n'est-ce pas, de créer un environnement de travail respectueux. Elle utilise la technique de gamification des politiques anti-harcèlement. Avant de lancer le programme, Emma conçoit des modules de formation interactifs où les employés gagnent des points et des récompenses pour leur participation active. Les simulations de harcèlement et les réponses appropriées sont intégrées dans un format de jeu avec des scénarios réalistes que les employés doivent naviguer. Donc, lors de la mise en œuvre, les employés participent à des défis et des quiz sur les politiques anti-harcèlement. Par exemple, ils peuvent gagner des points en identifiant correctement des comportements inappropriés dans des simulations virtuelles ou en proposant des réponses assertives à des scénarios de harcèlement. Ces points peuvent être échangés contre des récompenses telles que des reconnaissances publiques ou même des privilèges supplémentaires au sein de l'entreprise. Après chaque session, Emma analyse les résultats et les retours des participants pour améliorer continuellement le programme. Les employés sont encouragés à partager leurs expériences et à proposer des suggestions pour rendre la formation encore plus efficace et encore plus engageante. Donc, la science qui soutient cette technique repose sur le principe de la gamification et donc de la neuroscience de la motivation. Plusieurs études montrent que l'intégration d'éléments de jeu dans des processus d'apprentissage peut augmenter l'engagement et la rétention des informations en activant les circuits de la récompense du cerveau. En utilisant cette technique, Emma non seulement rend la formation anti-harcèlement plus engageante et mémorable, mais également elle transforme chacune des sessions en une opportunité d'apprentissage et de renforcement des comportements positifs au sein de son équipe. Donc, cette méthode permet aux employés de se sentir valorisés et motivés tout en contribuant à créer un environnement de travail plus sûr, plus respectueux et donc plus performant. En utilisant la gamification, nous pouvons non seulement améliorer la compréhension et l'application de ces politiques, mais aussi créer une culture organisationnelle plus positive et plus inclusive. Donc maintenant, parlons de la technique de la stimulation transcrânienne par courant direct. Donc, cette méthode est déjà utilisée en neurosciences pour traiter divers troubles émotionnels et offre une nouvelle perspective pour le traitement des traumatismes sévères. Donc, vous ne pouvez pas l'appliquer vous-même. Cela va de soi, donc je vous l'explique quand même à titre d'information.
L'idée est d'utiliser de faibles courants électriques pour moduler l'activité neuronale dans les régions du cerveau impliquées dans la régulation des émotions et la mémoire. Il a été démontré que cette technique peut aider à réduire les symptômes des troubles tels que le stress post-traumatique en modifiant l'excitabilité neuronale. Donc, imaginez encore Marie qui souffre du trouble de stress post-traumatique après des années de harcèlement. Elle utilise cette technique sous supervision médicale avant chaque séance. Donc, Marie consulte un neuropsychiatre pour définir les zones spécifiques du cerveau à stimuler. Donc, ces régions sont généralement associées à la régulation des émotions, comme le cortex préfrontal dorsolatéral. Le neuropsychiatre place les électrodes sur le cuir chevelu de Marie en fonction des zones ciblées. Pendant la séance, un courant électrique faible est appliqué à travers les électrodes pendant, on va dire, environ 20 à 30 minutes. Donc Marie peut ressentir une légère sensation de picotement, mais la procédure est généralement indolore. Donc ce courant modifie l'excitabilité des neurones, facilitant une meilleure régulation des émotions et ainsi une réduction des symptômes de troubles de stress post-traumatique. Après plusieurs séances, Marie remarque une diminution de ses symptômes. Elle se sent moins anxieuse, dort mieux et est moins perturbée par des souvenirs intrusifs du harcèlement. Donc, la combinaison de cette technique avec la thérapie cognitive lui permet de travailler sur ces traumatismes de manière plus efficace et de manière plus positive. Donc, en utilisant cette technique, Marie peut atténuer les symptômes de son traumatisme et elle peut également, retrouver une qualité de vie normale. Donc, cette méthode permet aux victimes de harcèlement de bénéficier d'un traitement innovant et efficace pour surmonter les séquelles émotionnelles, de leurs expériences traumatisantes. Passons maintenant à la technique de l'utilisation des signaux d'alarme internes. Cette approche est inspirée par la théorie de la reconnaissance des schémas et des réponses conditionnées dans le cerveau. L'idée ici est d'entraîner son cerveau à reconnaître rapidement les signes de harcèlement et à déclencher une réponse immédiate et proactive. Les études montrent que les réactions conditionnées et la reconnaissance des schémas peuvent renforcer la résilience et la rapidité de la réponse, face aux situations stressantes et éventuellement dangereuses. Donc, prenons l'exemple de Claire, une étudiante qui subit des avances non désirées de la part d'un camarade de classe. Donc, elle utilise cette technique de signaux d'alarme interne. Donc, avant de se rendre en classe, Claire pratique la reconnaissance des schémas de comportement inappropriés. Donc, elle s'entraîne à identifier les signaux subtils de harcèlement, comme les regards insistants ou les commentaires déplacés. Elle développe également des réponses préétablies qu'elle peut utiliser immédiatement en cas de nécessité. Lorsque elle est confrontée à un comportement inapproprié, Claire reconnaît instantanément les signaux d'alarme interne qu'elle a conditionnés. Par exemple, elle sent une montée d'adrénaline et une accélération de son rythme cardiaque, dans des réactions physiologiques qu'elle a appris à interpréter comme des signaux d'alerte. Elle utilise alors une réponse préétablie comme se lever et dire fermement « Je ne suis pas à l'aise avec ce genre de comportement, arrêtez immédiatement ». Ça peut paraître un peu caricatural, mais vous voyez quelle est l'idée derrière. Donc après l'incident, Claire réfléchit à la situation et à sa réponse, ajustant ainsi, ses signaux d'alarme et ses stratégies si nécessaire. Il est démontré que cette technique repose sur les reconnaissances des schémas et les réponses conditionnées des processus par lesquels le cerveau apprend à identifier et donc à réagir rapidement aux stimuli environnementaux. Donc, des études montrent que l'entraînement à la reconnaissance des signaux d'alarme internes peut améliorer la résilience et la capacité à réagir efficacement face aux situations stressantes. Donc, il faut toujours agir dès le premier fait de harcèlement, pour ne pas laisser le cerveau du harceleur lui procurer de la dopamine, car cette hormone le poussera à recommencer sans cesse. Donc, parlons maintenant de la technique que j'ai nommée l'adversité catalysatrice, de ce qu'on peut aussi appeler l'effet de rebond. C'est le principe selon lequel l'adversité et les opinions négatives peuvent être utilisées comme moteur de motivation. Ce concept est profondément ancré dans la psychologie positive et les neurosciences. L'idée est que, les expériences négatives, comme le harcèlement, peuvent être transformées en opportunités de croissance personnelle et de résilience. La science montre que des situations stressantes peuvent activer des circuits neuronaux spécifiques qui, lorsqu'ils sont correctement gérés,
peuvent renforcer notre détermination et donc notre motivation à surmonter les obstacles auxquels nous faisons face. Imaginez Isabelle, une employée victime de harcèlement régulier au travail. Plutôt que de se laisser abattre, elle décide de transformer ses expériences en source de motivation. Isabelle utilise la technique de l'adversité catalysatrice, comme je l'appelle, mais voici comment elle fonctionne. Eh bien, avant de se rendre au bureau, Isabelle pratique une visualisation positive. Elle imagine les situations de harcèlement et se voit les surmonter avec calme, détermination et sérénité. Cette pratique renforce sa résilience mentale et prépare son cerveau à réagir de manière constructive. Donc, lorsqu'elle est confrontée à des commentaires déplacés ou à des comportements inappropriés, eh bien, Isabelle se rappelle de la visualisation et utilise ce moment-là pour se motiver. Elle se dit « chaque mot négatif me rend plus forte. Je vais utiliser cette énergie pour exceller dans mon travail. » Cette autosuggestion active les circuits de récompense dans son cerveau, libérant de la dopamine, ce qui, n'est-ce pas, augmente sa concentration et sa performance. Après un incident de harcèlement, Isabelle consigne ses expériences sur un papier, non pas pour revivre le traumatisme, mais pour le jeter ou le brûler, tel qu'on l'a vu plus haut. Ensuite, elle identifie les leçons qu'elle a pu en tirer. Elle peut écrire les affirmations positives et des objectifs personnels qu'elle souhaite atteindre dans son journal. En transformant ses expériences en étapes vers ses objectifs, elle utilise l'adversité comme un levier pour avancer. Donc maintenant, parlons brièvement de quelques mesures préventives et des recommandations pour créer des environnements sans harcèlement. Donc, la meilleure manière de résoudre un problème critique, c'est de l'empêcher de se produire. Autrement dit, la meilleure manière d'utiliser une arme, c'est de ne jamais avoir à s'en servir. C'est exactement ce principe qui guide le phénomène géopolitique de dissuasion nucléaire. Parlons des stratégies pour les organisations. Les organisations doivent investir dans des programmes de formation continue qui incluent des simulations réalistes et des exercices de rôle. Une étude de Jenner et ses collègues en 2020 montre que des formations interactives régulières peuvent réduire les incidents de harcèlement en augmentant la sensibilisation et en renforçant les compétences en communication assertive. Des politiques anti-harcèlement claires et bien communiquées sont essentielles. Elles doivent être affichées dans les lieux visibles et incluses dans les manuels de l'employé. Des procédures de signalement anonyme doivent également être mises en place pour encourager les victimes et les témoins à se manifester sans aucune crainte de représailles. Les entreprises doivent promouvoir une culture de respect et d'inclusion. Donc cela peut inclure la mise en place de comités de diversité, d'inclusion, ou alors la célébration des différences culturelles et la valorisation des comportements respectueux. Le leadership doit modéliser ces valeurs en prenant des actions visibles contre le harcèlement et en récompensant les comportements qui sont jugés positifs. Donc, les organisations et les individus ont ainsi la responsabilité légale de créer un environnement de travail sûr, sain et respectueux. Cela inclut la conformité aux lois nationales et internationales sur le harcèlement et la discrimination. Donc, les employeurs doivent assurer que les enquêtes sur les incidents de harcèlement sont menées de manière impartiale et que des sanctions appropriées sont appliquées. Au-delà des obligations légales, les organisations ont la responsabilité éthique de protéger leurs employés et leurs étudiants. Donc Matthews et Bismarck ont fait une étude en 2015 montrant que les environnements respectueux et sûrs favorisent la santé mentale et le bien-être des individus, ce qui conduit à une meilleure performance et une meilleure satisfaction au travail. Les neurosciences peuvent aider à identifier les modèles comportementaux associés au harcèlement. En utilisant des technologies telles que l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, donc l'IRMF, les chercheurs peuvent étudier les réactions neuronales aux stimuli sociaux et développer des interventions ciblées pour modifier ces comportements. Les écoles et les universités peuvent intégrer des programmes de résilience basés sur les neurosciences dans leur curriculum. Donc, ces programmes peuvent inclure des techniques de pleine conscience, de méditation et de gestion du stress pour ainsi aider les étudiants à développer des compétences émotionnelles et cognitives qui les protègent contre les effets du harcèlement. Donc, les institutions doivent également mettre en place des systèmes de surveillance pour détecter les premiers signes de harcèlement.
Des algorithmes basés sur l'intelligence artificielle peuvent analyser les interactions en ligne et en personne, n'est-ce pas, pour identifier les comportements à risque et alerter les administrateurs avant que le harcèlement ne s'intensifie. En intégrant l'intelligence artificielle à la vidéosurveillance, eh bien, les administrations chargées de la sécurité, telles que la police, peuvent avoir l'aide de l'intelligence artificielle dans la détection des comportements, on va dire, de harcèlement potentiel et éventuellement anticiper ces comportements-là. Les victimes de harcèlement ont besoin d'un accès facile à des services de soutien psychologique. Les organisations peuvent collaborer avec des psychologues et des neuroscientifiques pour offrir des thérapies adaptées, telles que la thérapie cognitivo-comportementale, la TCC, telles que la stimulation transcrânienne par courant direct, dont on a parlé tout à l'heure, ou alors telles que la PNT que j'ai développée, pour aider les victimes à se remettre des traumatismes. Les dirigeants et les managers doivent être formés pour reconnaître et répondre aux signes de harcèlement. Donc, cette formation doit inclure des éléments de neurosciences pour comprendre comment le stress et le traumatisme affectent la cognition et le comportement. Donc, en étant mieux préparés et informés, les responsables peuvent prendre des décisions plus éclairées et plus empathiques pour soutenir leurs équipes. Les États, les législateurs, les juges, les organisations, les écoles, les universités peuvent puiser dans les neurosciences et autres disciplines pour prévenir le harcèlement sexuel et soutenir les victimes. En mettant en place des politiques claires, en promouvant une culture de respect, en utilisant des technologies avancées pour la détection précoce et en offrant un soutien psychologique adapté, nous pouvons créer des environnements plus sûrs et plus sains. En fin de compte, la prévention du harcèlement sexuel est une responsabilité partagée qui nécessite un engagement constant et des actions concrètes de tous les acteurs de la société. En conclusion de cet épisode, le harcèlement sexuel a des répercussions profondes sur la prise de décision des victimes, exacerbant les biais cognitifs et altérant les fonctions cérébrales par le stress et le traumatisme. Cependant, il est possible de transformer ces expériences négatives en source de résilience et de croissance personnelle. En changeant notre perspective et en utilisant des techniques basées sur la neuroplasticité et la psychologie positive, par exemple la PNT, la programmation neurotranscendantale. Nous avons exploré des stratégies innovantes pour prévenir le harcèlement sexuel, tant au niveau individuel qu'au niveau organisationnel. Les États, les législateurs, les juges, les organisations peuvent puiser dans les neurosciences, comme je l'ai dit il y a quelques instants, pour créer des environnements sûrs et respectueux. En mettant en place des politiques claires, en promouvant une culture de respect et en offrant un soutien psychologique adapté, approprié, nous pouvons créer un changement durable et positif. Il est crucial de continuer à sensibiliser et à éduquer sur les effets dévastateurs du harcèlement sexuel afin de créer des communautés plus sûres et plus inclusives. En adoptant des approches basées sur des preuves scientifiques pour traiter et prévenir le harcèlement sexuel, nous pouvons non seulement améliorer la santé mentale et le bien-être des victimes, mais aussi promouvoir un environnement de travail, une société, un environnement d'apprentissage plus équitable, plus respectueux. Vous retrouverez des publications scientifiques mentionnées tout au long de cet épisode dans la description de la vidéo. Donc sur ce, merci de votre curiosité scientifique et vivement que la science guide vos décisions.